échange. De quoi on va parler? D'une thématique qui me tient à cœur, qui est comment on fait pour développer son business. Donc, moi, j'ai une agence social media qui a 5 ans, donc on est spécialisé dans la gestion des réseaux sociaux qui est basée à Nice. Et donc, l'agence a 5 ans, on arrive sur notre 6e année. On est 6 au sein de l'agence, salariés, bientôt 7, et d'ici le mois de janvier, bientôt 10, avec salariés, mais aussi du stagiaire, ce qu'on n'avait jamais eu à l'agence. Ça fait qu'un an qu'on commence à avoir des stagiaires. C'est simplement pour vous montrer le volume, le volume de l'agence. Donc on va dire que d'ici le 10 janvier, on est 10 collaborateurs, mais vraiment, ça fait 7 salariés et un alternant plus 2 stagiaires. Ça, voilà le modèle RH de l'agence aujourd'hui. On a des clients qui sont principalement basés ici dans la région, qui sont des TPE, des PME, mais aussi des grands groupes. Pour vous donner une petite idée, nos plus gros clients, c'est CAP 3000. Et puis, voilà, on fait de la gestion de réseaux sociaux. Présent sur tout réseau possible et imaginable. Voilà, à peu près, ça va vraiment de Facebook à TikTok, n'est-ce pas? Voilà, je pense que ça, c'est à peu près pour vous résumer en gros l'agence, comment elle est faite. Et moi, quand je me suis lancée, j'ai jamais eu trop de problèmes à créer mon entreprise et à me dire ok, vas-y. J'ai pas eu de frein dans mon éducation, j'ai pas eu de trucs, j'ai pas eu vraiment de peur, j'ai pas eu besoin d'être boostée pour créer mon entreprise. Là où j'ai eu besoin d'être boostée, c'est pour le développer. Et je me suis rendu compte que beaucoup, quand on parlait d'entrepreneuriat, du fait d'être à son compte, c'était, on parlait du lancement, mais on parlait peu du développement. Et donc, c'est pour ça que je vous parle du développement aujourd'hui, parce que je pense que c'est un thème qui n'est pas assez abordé. En tout cas, moi, j'ai une souffrance par rapport à ça. Donc c'est parti. Alors, je vous ai fait une petite toolbox. En gros, j'ai fait 10 points pour parler de ça. Et je les ai hiérarchisés. J'ai bien travaillé. Hein. Je les ai hiérarchisés. Alors, il y en a, je vais quitter parce qu'on verra mieux la toolbox comme ça. Sinon, okay, elle est petite. Mais je reste là. Ouais. Ouais, comme ça, ouais, clairement, vous voyez mieux. Merci, Franck. Donc, du coup, première chose importante, c'est l'expert comptable. Les Indés, donc, hein, vous avez un partenaire expert comptable qui est Pépite, hein, qui est donc spécialisé dans l'accompagnement des finances et des indépendants. Un expert comptable, il n'est pas obligé de vous accompagner tout le temps parce qu'en effet, c'est des frais. Mais un expert comptable, c'est quelqu'un qui va vous permettre d'avoir de la hauteur et de comprendre financièrement plein de choses. Donc, c'est un partenaire aussi important que son banquier, que son assureur. En fait, c'est les trois. C'est les piliers. Il y a vous, hein, il y a vous, son expert comptable, son assureur et son banquier. Si on ne s'entend pas bien avec soi, bon, c'est un peu compliqué. Et ensuite, il faut bien s'entendre aussi avec les autres. Hein. Voilà, c'est les 4 personnes avec qui il faut s'entendre très, très bien et avoir des relations vraiment de transparence et de confiance. Et il ne faut surtout pas se dire ah, j'ose pas appeler mon banquier. J'ose pas appeler mon expert comptable. Voilà, donc votre expert comptable, soit il vous accompagne tous les mois, soit il vous accompagne de façon ponctuelle, ou c'est justement du bilan. Mais moi, il y a un truc que je fais depuis l'année dernière. Je fais une situation. La situation, c'est un pré-bilan. Donc l'année dernière, je l'avais fait au bout de 6 mois d'activité. Là, je l'ai fait là il y a 3 semaines, parce que donc, on vient juste hein, quand même on commence de rentrer dans une crise, et j'ai voulu voir où j'en étais vraiment pour justement par rapport au développement de l'agence, de savoir où j'en étais vraiment à l'euro près, et ça permet de se rendre compte, de connaître la maturité de son entreprise. La maturité, c'est hyper important parce que les chiffres parlent vraiment, de savoir dans quelle phase de croissance ou de décroissance on est en train de vivre, et aussi bien sûr d'un point de vue économique, ce qui se passe, et de prendre vraiment des choix, parce qu'il y a des lignes qui ressortent tout de suite où votre expert comptable il va dire là ça sort beaucoup, là ça ne rentre pas assez, et donc on prend des décisions aussi stratégiques de bon bah en fait ce client clairement je ne facture pas assez, donc on se remet beaucoup en question. Voilà, donc bon, faire une situation ça coûte de l'argent clairement, mais moi en tout cas pour moi c'est un investissement aujourd'hui qui est nécessaire et qui me rassure aussi beaucoup de me dire bah voilà, quand à peu près tous les 6 mois je fais un point sur la gestion économique de l'entreprise. Vraiment dans le détail. Après, bien sûr, il y a le bilan. Bien sûr, avec son expert comptable, il faut garder le lead. Donc, il ne faut pas écouter.
c'est hyper important d'écouter. Évidemment, il faut faire attention, toujours, hein, c'est nous qui sommes responsables. Donc, il faut toujours quand même avoir du recul et avoir des conversations avec d'autres personnes aussi par rapport à tout ce qu'a pu nous dire l'expert comptable. Donc, il faut toujours garder le lead, hein, bien sûr, on peut perdre. Ça serait trop beau si on pouvait faire à 100% confiance à quelqu'un. Donc, il faut faire gaffe avec ça. C'est pas évident parce que moi, je suis pas forcément aussi super à l'aise avec les chiffres. Et d'ailleurs, je fais une formation là-dessus encore pour être meilleure, pour être la meilleure gestionnaire possible. Donc voilà, garder le lead. Et il y a un truc aussi que votre expert comptable peut faire, ou alors vous pouvez le faire aussi bien sûr tout seul, hein, mais ça dépend en effet de comment on est à l'aise et aussi le temps qu'on accorde à ça. Si vous devez savoir si tous les mois vous faites de la perte ou du bénéfice. Ça c'est quand même un truc qu'on ne pense pas forcément à calculer, mais si, en fait, c'est pas regarder tous les 3 mois, savoir à peu près où j'en suis. Et c'est pas parce qu'aussi on a de la trésorerie, qu'on a de l'argent sur ses comptes, qu'il ne faut pas regarder ça avec précision. Donc ça, c'est mon deuxième conseil très, 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 très important pour bien mener son entreprise. Trouver un mentor. Un mentor, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez être en contact. Ça peut être aussi un référent. C'est quelqu'un qui va vous inspirer. Et vous n'êtes pas forcément clairement obligé d'être en contact avec lui, mais bon, évidemment, ça c'est bien hein, d'être en contact avec un mentor, c'est là où vraiment ça devient un mentor. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents degrés dans le mentorat. Des personnes qui vont vraiment vous accompagner et répondre à vos besoins en fonction de vous, de quoi vous êtes loin. Et il y a des personnes simplement que vous allez suivre sur les réseaux sociaux, ou c'est des personnes que vous allez lire des articles, etc., sur différents blogs et qui vont vous faire du bien. En fait, on peut se penser que ces personnes-là ne sont pas, sont pas faciles à atteindre, puisque c'est des personnes qu'on respecte beaucoup, qui nous inspirent, qu'on idolâtre aussi parfois. Eh bien, en fait, quand on demande, on a rarement des noms. Il faut se mettre à la place de ces personnes-là. Si demain, il y a quelqu'un qui vous contacte en disant, voilà, vous êtes hyper calé, tu es hyper calé sur ce sujet, ou j'aime beaucoup ce que tu viens de dire là, ça me parle beaucoup, et j'aimerais qu'on échange ensemble, et voilà, moi aujourd'hui j'en suis là, je suis dans cette situation. Est-ce que ça dit, est-ce que ça vous dit qu'on en parle ensemble? Est-ce que vous allez dire non? Vous n'allez pas dire non. Vous allez être flatté. Et on dit rarement non quand on est flatté. Et puis voilà, si en plus la personne qui est en face de vous a les mêmes valeurs que vous et les mêmes intentions, bah, vous n'allez pas dire non parce que vous allez vous y retrouver. Donc il faut clairement aller taper à la porte des gens. Intégrer un club ou une communauté, hein, chacun l'appelle comme il veut. Il y a donc soit, bien sûr, bon, il y a les espaces de coworking et tout, bien sûr. Il y a plein de différents clubs qui sont proposés aujourd'hui. Moi, j'ai mis très longtemps avant d'intégrer un club. J'intègre vraiment un club d'entrepreneurs là depuis le mois de septembre. Ça fait 4 jours que j'ai été intronisée dans ce club-là. J'avais jamais intégré j'avais jamais fait partie d'espace de coworking. J'ai toujours été en espace de coworking, voir ce qui se passait, mais j'ai jamais non plus été membre. Parce que j'avais aussi vraiment cette volonté d'avoir mon agence et tout. Donc, j'ai des bureaux, donc voilà, j'avais pas besoin de travailler en espace de coworking et tout. Mais j'étais quand même très attirée par l'esprit de communauté que propose un espace de coworking. C'est très, très riche. Un mute qui s'est fait. Ouais, ça fait 15 minutes. Donc voilà, donc le fait d'intégrer un club ou de choisir sa communauté, voilà, il faut le prendre à fond, cette option-là. Donc ça va avec le fait de faire du réseau. Je me dis tout le temps qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a que des solutions. C'est des phrases toutes bêtes, mais c'est vrai. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça va avec la phrase d'après qui est plus la situation semble complexe, plus il faut garder son calme. Moi, je me suis rendu compte que j'étais quand même quelqu'un de plutôt d'excité et que en fait, plus il y a de problèmes, et bien plus je reste calme. Et aussi, j'en parle pas trop parce que si j'en parle aux autres, je vais être sollicitée. Donc ça, c'est un bon moyen de garder son calme, c'est de ne pas en parler tout de suite aux autres. Pourtant, je suis quand même plutôt une communicante qui aime parler aux autres et tout, et qui aime tout partager avec son mec. Donc j'essaie de ne pas le faire tout de suite. Donc ça, c'est un autre truc, c'est vraiment de garder son calme et de se dire que en fait, non, ça va le faire. Parce qu'en effet, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Gérer ses peurs.
bon, je ne connais pas de personne qui n'a pas de peur dans son entreprise, dans le fait d'entreprendre. Je ne connais pas. On a tous des peurs. On doit trouver son truc. Donc, en rigolant, je dis avec le yoga, le rosé ou ses potes, on a tous un truc qui nous permet de gérer nos peurs. On gère ses peurs d'abord grâce à soi et ensuite grâce aux autres. Donc là aussi, c'est à quel point la communauté est importante. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Ben voilà, dire clairement, voilà, là, je me flippe là-dessus, j'y vais pas. Mon expert comptable m'a dit ça, un client m'a dit ça, ou j'aimerais faire ça, mais comment je vais faire? Donc le fait d'en parler, ça permet vraiment de gérer ses peurs. J'ai une copine avec qui je travaillais qui nous disait tout le temps non mais c'est bon, on se calme, on n'est pas des chirurgiens, on ne sauve pas des vies, on est des chirurgiens, on n'est pas des chirurgiens, on ne sauve pas des vies. Et ça me faisait mourir de rire. Et je me disais, mais putain, elle a tellement raison, on n'est pas des chirurgiens. Donc, même si nos business sont hyper importants, ça permet quand même de redescendre la chaudière tout de suite, de se dire ça. Et je termine avec les deux derniers types de la toolbox. Je vous propose que vous posiez ces deux questions-là, c'est comment je suis arrivée là, et de faire la liste. Mais vraiment, hein, papier, stylo, je fais la liste, comment j'en suis arrivée là, et où est-ce que je souhaite aller à présent. Et à nouveau là, ce travail de liste. Et ça, c'est un extrêmement bon outil de développement personnel, hein, clairement. Très très concret pour permettre son développement, savoir où est-ce que je vais aller à présent et comment je vais me distinguer, puisque c'est quand même la thématique de cet événement aujourd'hui. Et je termine par un dernier conseil que je pense que je vais appliquer moi aujourd'hui à partir de la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie des Marcel a un business model et on a tous les œufs sont dans le même panier. On fait du community management, on fait d'autres prestations, mais en gros, on fait du community management, on fait de la com digitale. On la voit aujourd'hui, clairement, avec la crise qu'on est en train de vivre, mais comme il y a eu d'autres choses avant et comme il y aura d'autres choses après, que tout ça, c'est fragile et que du coup, si je mise que sur un seul business, je me mets en danger. Donc, je vais vous donner un exemple concret, par exemple. Il y a Franck qui est graphiste, qui est directeur artistique ou d'autres. Je n'allais pas prendre cet exemple parce qu'il y a Franck, mais en général, parce qu'il y a beaucoup de freelance graphistes, de se dire, voilà, moi, je fais des identités visuelles, c'est ça que je sais faire, c'est ça que j'aime faire, je veux faire ça. Me dire, pourquoi est-ce que, par exemple, tu continues de faire ça, évidemment, et pourquoi est-ce qu'en parallèle, tu ne développes pas ton propre e-shop où tu crées tes goodies, où tu fais tes tote bags, tu fais tes carnets, enfin, tu fais n'importe quel type de goodies, mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ça? Et tu testes un autre business. Et même si au début, ça ne te rapporte pas d'argent, et peut-être même s'il ne va jamais te rapporter d'argent, mais il va te permettre de faire des rencontres, il va te permettre de réfléchir autrement, il va te permettre d'accroître tes compétences. Ça va te permettre plein de choses, d'essayer d'ouvrir d'autres business. Donc, encore une fois, ce n'est pas forcément rémunérateur, mais ça va te permettre de développer autrement. Donc, là, je gagne ma vie grâce à ça. Essayons de voir comment je pourrais faire autrement. Et je pense que c'est obligatoire de faire ça. Voilà. Bon, c'est costaud, parce qu'en plus, quand on veut se développer, quand on se lance, quand on veut se développer, on est focus sur son activité. Et bien là, moi, la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui, je me suis dit, Oriana, David et Marcel, c'est fantastique, mais si ça se trouve, dans un an, l'entreprise, elle aura complètement changé de visage. Parce qu'on est en train de vivre des choses incroyables et on est clairement en mutation. Account tote bag, Franck, on y travaille, figure-toi. Évidemment, une agence de com qui n'a pas de tote bag, c'est pas une agence de com. Je pense qu'on peut le dire, soyons en ligne, on fait des petits clichés. Non, blague à part, les tote bags, c'est la vie. Voilà. C'est mes 10 conseils, tips pour se développer, pour grossir, pour prendre de la hauteur, pour se distinguer, pour aller bien. Voilà. Et moi, ça m'a fait vachement du bien de me les écrire et je pense que je vais les imprimer parce que je les avais jamais écrites comme ça. Donc voilà, donc c'est cool. Donc maintenant, place aux questions ou aux blagues, comme vous voulez. Donc si vous voulez vous mettre en caméra avec moi, c'est avec plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est le moment d'échanger sur tout ça. Je vais lire en même temps ce qui s'est dit. Voilà, on peut en parler en général, vous, si vous voulez aussi un peu vous présenter, parler de vous, de vos activités, et qu'on échange ensemble sur différentes problématiques aussi. Enfin voilà, c'est l'occasion de le faire. La théorie des affluents s'applique très bien pour les Indés. Ouais.
Est-ce que Franck, tu veux revenir ou est-ce que d'autres trouver? Qu'est-ce qu'elle a trouvé, Mélodie? Trouve un truc. Ah, ça marche, Franck. Et oui, c'est l'heure de l'école. Tout à fait, pile poil. Pile poil pour aller chercher ta fille. Le meilleur levier chez David Marcel pour trouver des clients, les événements. C'est les événements. Et vous voyez que dans ma toolbox, pas une seule fois, je vous ai parlé de communication sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est juste ce qu'on fait toute la journée. J'en ai pas parlé non plus dans l'intervention que j'ai fait avant. C'est pas un acte manqué, c'est parce que vous voyez, c'est même pas une évidence pour moi de dire oui, absolument. Enfin, j'en ai parlé, si j'en ai parlé un peu avant dans la précédente intervention, mais j'ai pas dit, en aucun cas, j'ai dit c'est obligatoire, il faut communiquer sur les réseaux sociaux, il faut se montrer, pas du tout. En revanche, ce que je vais dire, c'est d'occuper le terrain. Nous, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est le fait d'aller à la rencontre des autres, donc de faire des événements, et le fait de se revoir une fois, deux fois, trois fois, et, et le fait de participer à des événements dans le canal de conversion, ça joue à tous les niveaux. C'est soit au début, parce que c'est la génération d'un lead, quelqu'un clairement qu'on rencontre à un événement, ou alors c'est quelqu'un qu'on a reçu à l'agence, on a beaucoup échangé, ça sent bon, c'est cool. Ah, bah, c'est cool parce que 2 jours après, on se retrouve sur un événement, comme de par hasard. Bah oui, pour le coup, c'est quand même le hasard, c'est pas calculé. Mais bah, oui, on fit sur les mêmes choses, les mêmes envies et tout, donc on se croise aussi souvent clairement sur des événements. Donc bah, là, ça tombe bien parce qu'on se voit autrement, donc on sort du cadre du rendez-vous qu'on a eu, quand même assez sérieux et tout. Bah, là, on se retrouve dans un after-work. Donc du coup, bah, il y a un lien humain qui se fait tout de suite, puisque bah, les codes changent. Donc on a une autre façon de se dire bonjour, on a une autre façon de se parler. Et on voit aussi bien ce prospect que ce prospect nous voit interagir aussi avec les autres. Donc c'est vachement fort en termes de langage. Voilà, donc nous, à fond, on va dire qu'on fait une veille sur les réseaux sociaux. Donc on regarde ce qui se passe, mais c'est les événements, les rencontres dans la vraie vie. Et malgré tout ce qui se passe, même si on fait moins d'événements physiques, bah, là aujourd'hui, ce qu'on fait, ça reste un événement dans la vraie vie, mais on ne peut pas se voir, on ne peut pas se toucher, etc. Mais on est dans la vraie vie, là, on est en live tous ensemble, donc en faisant des événements comme ça, hein, des webinaires et autres, voilà. Donc ça, événement, c'est là. Pour moi, c'est le truc. Peut-être aussi parce que c'est là où je suis très à l'aise, mais quand je vois tous les autres membres de l'équipe, ils sont pareils. On s'est rencontrés comme ça et c'est comme ça qu'on fait aussi du business. À partir de quand je me suis dit que je ne pouvais pas être seule dès le début, parce que pour moi, ce que j'aime profondément dans le travail, c'est le fait de travailler en équipe. Je suis pas du tout quelqu'un de solitaire, pas du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que pour moi, je pensais que j'ai jamais pensé à être vraiment freelance et en étant seule. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais été, par exemple, auto-entrepreneur. J'ai créé la SRL David et Marcel a été tout de suite créée en fait. Donc voilà, même s'il n'y avait pas un chiffre d'affaires de folie, hein, clairement pas, mais j'ai tout de suite été une société. Donc j'ai tout de suite eu envie d'avoir une équipe et de ne pas être seule. Voilà. Donc j'avais envie de récupérer tout ce que j'avais du salariat qui était top, qui était vraiment top. Ce qui est bon quand j'étais salarié, c'était l'équipe, hein, c'était ça qui était canon, le boulot, mais ce qui était génial, c'était vraiment l'équipe qui était devenue tous des amis. Et je m'étais dit, mais c'est ça, c'est extraordinaire, cette amitié professionnelle. Donc j'avais envie de retrouver ça tout de suite. Donc voilà. Donc moi, personnellement, ça a été depuis le début. Après, ça a pris vraiment 3 ans avant de pouvoir embaucher. Voilà. Alors, j'essaie de comprendre entre Vincent qui dit c'est quoi le nom, je ne sais pas de quoi tu veux parler par rapport à Franck qui dit auditer, mais avant je vais répondre à une autre question. Donc, comment développer son public Twitter? Bon, bah, ça c'est toujours une grosse question Twitter, parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas Twitter, alors que moi c'est mon réseau social préféré. Twitter peut paraître, je ne sais pas, peut-être antipathique ou compliqué. En fait, c'est pas compliqué Twitter quand on comprend qu'il faut faire des phrases très courtes et c'est que des punchlines en fait, qu'on est là pour dire des messages très 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 précis. Ah oui, ok, d'accord.
j'avais pas tout compris. C'est Vincent et Franck qui s'expriment ensemble. Oui, tout à fait. Franck, ouais, avec Oula. Donc, déjà, moi, je dis à fond pour Twitter. À fond, à fond, à fond. La force de Twitter, vous allez être visible sur Twitter. Il n'y a pas forcément de besoin de tweeter comme des fous. Ça, on croit que oui, il faut tweeter toute la journée et tous les jours pour être présent sur Twitter. Pas du tout. Il faut juste suivre les bonnes personnes, donc suivre des personnes qui vous intéressent vraiment. N'allez pas suivre des gens qui ne vous intéressent pas. Il n'y a aucune obligation dans les réseaux sociaux. Et il y a cette espèce de truc de dire « Ah merde, il me suit, donc il faut que je le suive ». Non. Vous suivez, regardez les réseaux sociaux de David et Marcel. Il y a plein de gens qu'on ne suit pas. Alors, on ne fait pas exprès aussi, hein. Parfois, oui, bah non, en fait, parce que en fait, je ne sais pas si on a vraiment les mêmes valeurs. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on devrait te suivre. Parfois parce qu'on a loupé le coche, mais on finit par s'abonner. Donc, en fait, il n'y a pas d'obligation. Donc, ça, je m'exprime vraiment en tant que dans l'entreprise, mais aussi, bien sûr, moi, à titre personnel, il n'y a pas d'obligation. Moi, par exemple, j'ai un compte Instagram ultra privé ou qui est en compte public, mais je suis qui je veux. Je n'ai pas d'obligation. Donc, ça, vraiment, je tiens à le dire. Donc, suivez les gens dont vous avez envie de voir les tweets, parce que vous allez beaucoup les voir, les tweets. Donc, il faut que ça vous plaise, il faut que ça soit qualitatif. C'est pas comme Facebook qui est plus du tout devenu qualitatif, clairement, en termes d'un partage d'informations. L'idée, c'est que vous ayez un réseau social qui soit quali. Donc, voilà, donc suivez les bonnes personnes, utilisez les hashtags. Ça, c'est ça qui vous permettra de trouver aussi les bonnes personnes, les bons sujets sur lesquels rebondir et d'avoir de la visibilité. Donc bon, il y a tous les hashtags du territoire qui sont importants. Et puis bon, ici, comme on a Côte d'Azur France, I Love Nice ou Nice 06, parce que pas Nice, parce que c'était nice, mais bien Nice 06. Mais les hashtags, après, qui touchent à votre secteur d'activité. Je pense que pour Twitter, il faut quand même être quand même un communicant à la base, avoir envie de s'exprimer. Parce que comme je dis, le message il est très court. Si on n'est quand même pas à l'aise avec la prise de parole, il faut d'abord travailler sa prise de parole avant de vouloir se lancer sur Twitter, parce que sinon, on va en effet faire des trucs qui vont être trop plats. Twitter, c'est quand même un réseau qui est engagé dans la parole, clairement. Donc, si c'est pour faire des tweets qui sont très factuels, en tant que personne, j'entends, en tant qu'entreprise, c'est encore différent. Mais en tant que personne, ça va être compliqué de sortir du lot. Et ce qui est formidable avec Twitter, c'est qu'il y a une proximité avec les gens. C'est les MP. Vous pouvez les contacter comme on a aujourd'hui cette proximité aussi sur Instagram. Mais Twitter, vous pouvez, comme c'est extrêmement B2B, beaucoup plus que Instagram, parce que par exemple sur Twitter, il y a quasiment tous les chefs d'entreprise sont sur Twitter, toute la presse est sur Twitter, les donneurs d'ordre, tout le monde est sur Twitter. Dans la région à Nice, dans le monde évidemment, mais aussi dans la région à Nice, ça s'est extrêmement développé en 5 ans. Donc Twitter, vous envoyez un message aux gens en MP, n'importe qui, que ce soit des politiques, que ce soit des journalistes, que ce soit votre futur mentor. Voilà, donc il y a un côté genre pas du tout intrusif par rapport à Twitter. C'est pour ça aussi que j'encourage à fond. C'est un bon moyen d'aller chercher des gens, juste en envoyant un MP. Donc vous voyez, vous pouvez un petit peu tweeter, se dire, moi je vais vraiment m'en servir pour aller parler à des gens pour créer du lien. Voilà par rapport à Twitter. Mais moi, ça reste mon réseau préféré, clairement. Et franchement, je tweete, mais tout est mort d'évêque. Mais j'aimerais tweeter plus. Mais bon, ça va venir. Ciao, Franck. Ta fille va t'attendre. C'est pas bien, elle va finir à la garderie. Mais parce que voilà, il faut juste que je prenne toujours un peu plus de temps. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à revenir sur Twitter. Et surtout, je ne me mets aucune pression. J'y vais pas. C'est pas grave. Et voilà. Donc, mais le fait de suivre les personnes à la base qui vous plaisent, qui vous intéressent, ils vont aussi vous suivre et c'est comme ça que ça va se faire. Et du coup, vous allez tout de suite créer une petite communauté. Voilà. Ciao. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres envies? Est-ce que... voilà. Ah ouais, c'est bien, comme ça vous êtes échangé votre blaze, comme on dit sur Twitter et tout. Je vais regarder juste le chat. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a Mélodie qui a fait un sondage
Donc, à côté de l'onglet chat, il y a l'onglet sondage. Donc, le sondage, c'est quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour affirmer votre marque personnelle. Et donc, voilà. Donc, je vous invite à participer au sondage parce qu'après, ça fait de la bonne récolte de data et c'est des sujets intéressants. Donc, c'est chouette après d'analyser tout ça. Je m'incruste, hein. Ouais. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans la session. Il y a déjà une session qui a pris fin sur les sujets financiers. La présentation avait été déroulée, etc. Moi, je suis passé un petit peu dans les deux sessions, en tout cas, que je surveillais, que je modérais. J'ai trouvé des interventions sympas, des questions sympas. Après, si tu as fait le tour de la question, toi, de ton côté, et qu'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être aussi inviter... Ah, donc il y a une question de Vincent Simon qui dit « Tu souhaites prospecter vers quel type de clientèle ?» Question pour toi, Mariana. Aujourd'hui, on est plus sur un développement d'une clientèle. Il y a beaucoup de choses qui ont changé avec le Covid, clairement. Donc, parce que nous, comme on est ancré ici sur le territoire, on a beaucoup de clients qui sont dans le tourisme. Et du coup, c'est un petit peu compliqué, les clients dans le tourisme. Donc on est déjà en train de retravailler toutes les propositions qu'on peut avoir avec eux et les offres qu'on peut leur faire. Donc déjà, on est vraiment en train de retravailler tout ça, donc un peu de réinventer le business model avec eux. Donc que ce soit tous les restaurateurs, les hôteliers, etc. Donc il y a un gros travail de ça. Donc avant de partir en prospection, on est déjà sur comment continuer à avoir nos relations aujourd'hui avec des acteurs dans le tourisme qui sont en souffrance, en grande souffrance. Donc, comment on peut faire pour continuer à les accompagner? Donc, on a un vrai travail structurel déjà à faire. Et après, on a vraiment des questions sur qui aujourd'hui va avoir les moyens. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on va se tourner que vers des gros groupes et des grands comptes, pas du tout, parce qu'on peut très bien continuer à travailler avec des TPE, PME, mais en leur proposant d'autres façons de les accompagner. Donc, c'est-à-dire que nous, on va leur dire, normalement, comment ça se passe chez nous, c'est on signe avec nous une stratégie social media et ensuite on les accompagne dans leur gestion de réseaux sociaux tous les mois. Donc, on gère tout, hein, c'est des choses qui sont, tout est externalisé et nous, on s'occupe de tout pour nos clients. Et là, on leur dit, ça serait peut-être bien que vous internalisez la prestation. Nous, on est là en renfort d'accompagnement toujours stratégique et on est là sinon pour les aider à produire, à faire de la prod et tout, mais de dire d'avoir quelqu'un. Puis il y a eu donc ces aides de l'État qui sont arrivées par rapport aux alternances et nous, on reçoit à peu près 3 CV par jour d'alternants qui cherchent des alternances. Donc, on leur dit, au lieu de nous verser à nous un forfait de community management qui est du coup clairement plus élevé que si vous intégrez un alternant dans la communication, l'événementiel, qui du coup avec les remises de l'État coûte à peu près 200 € par mois et que vous payez un forfait avec nous qui du coup n'a rien à voir avec nos honoraires habituels d'accompagnement, clairement on divise les prix par 3, clairement. Voilà, donc du coup c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Vous faites un peu de formation ou pas du tout chez David et Marcel? Alors, nous, on ne fait pas de formation, ce n'est pas notre credo. En revanche, on travaille avec Flora, qui est freelance docteur aussi, qui est la formatrice avec qui on travaille. Il y a clairement plusieurs clients on gère les réseaux sociaux et elle forme les collaborateurs. Voilà, donc on est en binôme en fait, donc c'est notre consultante référente sur la formation. Voilà, donc nous, on se fait former en revanche, mais voilà, donc nous, on ne fait pas de formation en pur en dur comme fait Flora. En revanche, on est en train de réfléchir à vraiment de donner des livrables pour se former, comme des livres blancs, des choses comme ça, par rapport vraiment au métier de community manager. Parce que par exemple, à l'inverse, Flora, elle, même si elle sait faire du community management, n'est pas community manager comme nous sommes des community managers toute la journée. Donc c'est là où on est vraiment très complémentaires en fait. Et parce que nous, on a les mains dedans vraiment toute la journée. Donc du coup, on réfléchit à ça aussi par rapport à tous les community managers freelance et la force que ça pourrait être pour eux d'avoir ces contenus-là. Okay. Voilà. Il y avait un sujet tout à l'heure sur les tables rondes, sur les collectifs de freelance.
C'était intéressant. Je ne sais pas combien vous êtes à David et Marcel aujourd'hui. On est 6, bientôt 7 vraiment en salariés. Et après, on travaille avec à peu près 3 freelances en général. D'accord. Voilà. Et comment vous voyez de l'extérieur ou de l'intérieur l'émergence des collectifs d'entrepreneurs là, qui sont en train de monter là, post-crise? C'est une question intéressante, ça. Oui, bien sûr, c'est une question hyper intéressante. Nous, on a une expérience pas hyper bonne. Okay. Mais ça tient que au contexte, aux personnes. Et encore, avec nous, enfin, c'est des personnes que je connais bien, qui sont extrêmement pros, qui sont extrêmement talentueuses. Mais l'association entre eux, en fait, il y en avait qui avaient le même fonctionnement et avec qui ça se passait très bien. Au final, c'était un trio, voire un duo. Et puis les 3 autres, en fait, ça ne matchait pas. Donc, du coup, on a un peu essuyé les pots cassés du fait de travailler avec ce collectif. Donc, le collectif, oui, à condition qu'ils ont quand même bien dit haut et fort ce qu'ils aimaient faire, ce qu'ils n'aimaient pas faire, là où ils étaient bons, là où ils n'étaient pas bons, qu'ils aient libéré la parole. Ouais. Parce que nous, clairement, on était là-dedans, en fait. Alors, il y avait les grandes gueules qui, du coup, pouvaient aussi défoncer les autres. Sympa. Et puis, il y a ceux qui disaient rien aussi. Ouais, donc, les gens qui disent, je fais de la com, oui, mais vous faites du web, vous faites du print. Non, mais nous, on ne fait pas de print. Bon, déjà, donc, on a supprimé une partie des choses. Il y a des gens avec, il y a des réseaux sociaux, il y a des couleurs, il y a des méthodes des modes de gestion de projet avec lesquels les gens sont plus à l'aise que d'autres. Souvent, c'est une question aussi une rencontre de personnes. C'est souvent ça, quoi. C'est souvent ça. Mais dans l'absolu, à fond, évidemment, mais je pense que ça ne s'improvise pas, quoi. C'est une association, donc bien sûr, toutes les initiatives, elles ne sont pas improvisées, mais c'est vraiment de se poser vraiment la question, de se dire, OK, on se met autour de la table et on va se parler avec une honnêteté, une transparence, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc voilà. Donc du coup, nous, l'expérience fut négative, mais prêt à recommencer, en revanche. À recommencer parce que nous, on n'est jamais fermé sur rien du tout. Donc au contraire. Et nous, par exemple, tu vois, on ne fait pas de développement web. Nous, on ne fait pas de site internet. Donc, on bosse avec. On en fait quand même pour nos clients qu'on aime très fort parce que, comme ils nous aiment aussi très fort, du coup, on dit bon, OK, on va faire le site. Donc, nous, on assure la gestion de projet en fait. Mais on ne développe pas. Donc, on travaille avec un free. Et on a trouvé un free avec qui on bossait depuis très peu de temps. On a galéré pour trouver un free qui avait la même façon de travailler que nous. Trouver un bon et ouais. Donc du coup. Alors il y a Franck qui voulait rentrer là. Salut. Franck, ouais, je suis de retour, ça y est. L'école est juste à côté, donc ça. C'est pour ça. Ah, j'ai une annonce à vous faire. Les écoles, demain, elles sont fermées à cause de la tempête. Voilà. Ouais. Ah oui. Okay. Ah oui, c'est oui. Ouais. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Sympa. C'est sympa. Hein. Ouais, c'est sympa. Demain, voilà. Télétravail. Demain, télétravail. On rêve chez toi demain, télétravail, les gars. Les écoles sont fermées. Bon. Voilà. Ok. Dis-nous tout. Ben, je sais pas. Je sais pas où vous en êtes là. On se disait. Vous parlez des collectifs de freelance. Parler du collectif de freelance, des agences de com versus les collectifs de freelance qui sont en train de se monter. Je demandais à Oriana si elle avait l'habitude de travailler avec ce genre de collectif ou peut-être même d'envisager, je ne sais pas moi, pour David et Marcel, une évolution vers un format de collectif comme ça. Vous travailleriez peut-être plus avec des freelances et on va dire des co-traitants. C'est presque un peu le cas, non? Enfin, moi, je vais pas parler à sa place. Hein. Et, d'après ce qu'elle nous a dit, il y avait déjà beaucoup de freelance qui travaillaient chez David et Marcel. Donc, elle est entre l'agence traditionnelle, finalement, et le collectif de freelance. Donc, je sais pas, à mon avis. Moi, c'est l'impression que j'ai quand je m'entends parler. Et on était justement en train de se dire, donc elle me disait, on a mis longtemps à trouver un dev qui était bon pour travailler avec lui. Maintenant, on l'a trouvé et on ne le lâche plus. Mais je disais, oui, c'est compliqué de trouver un bon dev parce que il y a tout un tas de facteurs. Il y a au-delà des technos utilisés,
il y a aussi le fit entre les personnes, quoi. Ça fit. Mais c'est ça, ça marche. c'est la base. Et souvent, la question, c'est même pas de savoir si c'est agence ou collectif de freelance ou hybride, c'est une question de rencontre. Et en plus, un collectif de freelance aurait quelle forme juridique? Ça marcherait comment, ça? Bah, nous, ce qu'on a eu, quand on a bossé avec ce collectif, c'est qu'en fait, chacun envoie sa facture. Donc déjà, par exemple, moi qui suis une agence, bah, ça me complique un peu la vie quand même. Après, je comprends, mais c'est vrai que, tu vois, tu reçois 4 factures ou des trucs comme ça. Ou alors, c'est toi, tu prends une partie en ta charge, ton client prend une autre partie en charge. C'est un peu ce qui s'est passé. Et ça aussi, ça a été compliqué avec le client sur le rapport à l'argent. Bon, le client aussi est compliqué dans son rapport à l'argent. Ça veut pas dire qu'il a les moyens, il paye très bien, c'est pas ça, mais c'est pas forcément évident pour lui de parler d'argent. Donc voilà. Donc si on puisse en face à des personnes qui ont aussi du mal à parler d'argent et que chacun doit envoyer sa facture et tout, Ouais. vous voyez, ça c'est un vrai truc. Donc oui, je sais pas. Après, il y a des sociétés en participation qui existent. C'est vachement bien ça d'ailleurs, ça pourrait être clairement une solution pour les freelances. Sociétés en participation, tu peux les créer aussi bien, tu peux en avoir plein, c'est pas un problème. Et à chaque fois, tu décides le pourcentage. Tu vois, Franck, tu vas avoir tant de pourcentage, moi je vais avoir tant, et on va tous toucher une rémunération en fonction des critères qu'on aura définis. Ouais. Donc voilà. Donc oui, on disait, alors je ne sais pas si cette boîte existe encore, mais on citait souvent dans les sociétés coopératives de com la Péniche à Grenoble. Je ne sais pas si cette société existe encore. En gros, l'idée c'était de dire, on prend que des communicants qu'on paye 2000 nets par mois et donc tout le monde est aligné au même niveau. Voilà, donc ça c'est la vision idyllique de la coopérative. Après, il y a d'autres formes, hein, de plus en plus. Il y a des collectifs informels. J'entendais le gars d'Apidev tout à l'heure qui disait il n'y a pas vraiment de tête, c'est une bête à plusieurs têtes, ça dépend des missions sur lesquelles on va, c'est organique, et il expliquait qu'ils étaient en train de développer à l'international, mais que en fait c'est pas lui qui gérait ça, quoi. C'était lui qui gérait Apidev en package, je crois. Après, il y a des choses beaucoup plus. Pour le coup, je pose la question parce que nous, on est en train de voir pour monter une agence, justement. Je gère un coworking à Nancy, on a plusieurs freelances comme ça. On se dit, quitte à aller chercher des marchés, autant aller les chercher tous ensemble. Et on se dit, est-ce qu'on marketerait pas une offre de service ensemble pour aller chercher, des missions. Et puis, mine de rien, ça fait 3 mois qu'on y réfléchit. Chacun avec ses occupations entre la sortie de confinement, les vacances, les enfants, la rentrée, etc. Et là seulement qu'on reprend contact. Donc là, pour nous, le parti pris, c'est de bosser avec 6 ou 7 chefs de projet qui sont seniors, donc qui ont déjà quand même du métier, entre 5 et 10 ans de métier. Donc en plus des gens dont on est sûr, et des gens avec lesquels moi je travaille déjà, donc qui sont soit formateurs, soit qui ont déjà presté pour nous, soit qui sont dans le coworking, enfin des gens qui ont fit, c'est ça finalement le préalable à tout ça. Il y a aussi cette dimension de développement interpersonnel entre les gens qui est importante. Et puis après, la question, c'est qu'est-ce qu'on offre. Donc nous, on va faire que du numérique, on ne fait pas de print. Pour les gens qui voudraient se former, on a déjà une entreprise de formation, donc ça nous permet d'avoir un pont sur tout ce qu'on propose. Et on a défini un certain nombre de thématiques sur lesquelles on intervient. Donc il y a le site web, il y a aussi la prospection, la relation client, la mise en place de CRM. Voilà, il y a des choses qui sont très généralistes, il y a des choses qui sont de niche. On a défini en fait en plein et en creux en fonction de l'offre de service qu'il y a déjà à Nancy. Puis après, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on travaille. Donc pour moi, la réponse, c'est assez simple. Hein. Moi, je monte une filiale à 100% détenue par ma boîte et ensuite, les meneurs de projet et les freelances avec lesquels on bosse nous facturent. Donc ça, c'est un pur argument par rapport à ce que tu disais, Oriana, parce que si on va co-traiter avec des agences de com existantes qui font pas de web, par exemple, ils n'ont qu'un seul interlocuteur, même si on amène 5 personnes sur une mission. Et surtout, ça nous permet d'avoir une vitrine où, certes, on est plus cher qu'un freelance, mais moins cher qu'une agence conventionnelle, parce que on s'arrange autrement et on n'impacte pas. On n'impacte pas le prix de on n'impacte pas l'argent qu'on prend sur des coûts mutualisés, c'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas de locaux. En gros, on crée une filiale, elle a une assurance, un compte bancaire, un comptable, degré zéro, quoi.
Et après, ça fait quand même, ça fait tout de suite 3 ou 4 000 balles de frais par an, hein, faut pas se mentir. Et après, c'est le temps que les gens y mettent, quoi. Tu vois, quand t'as quelqu'un qui est pas dispo pendant 3 mois, là, Elisabeth Bianco dit dans le chat, il y a moins de frais de fonctionnement. Voilà. Ouais. Moi, je crois beaucoup à je crois beaucoup à ces modes de collaboration, et c'est ce que tu disais, Yana, vous avez déjà la dimension de collectif de freelance. Oui, mais tu vois, après, je suis quand même, je vais insuffler le truc, tu vois, c'est-à-dire que après, je laisse le choix, bien sûr, mais c'est quand même moi qui ai ce côté leadership et qui crée la communauté pour ça. Donc voilà, donc après, c'est ce que, voilà, tout le monde a envie, que ce soit l'équipe, de dire, ben, ça me plaît, j'adhère, comme les freaks qui disent la même chose, mais c'est quand même moi qui ai fait ce petit travail au départ, hein. Parce qu'après, non, après, la machine, elle roule. De locomotive pour dire bah voilà, ça vous dit qu'on fasse ça ensemble. Et après, moi, une fois que la mission elle est définie, je sors du scope. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même et je suis quand même la référente. Je suis quand même la référente parce que bah oui, c'est moi qui cale le truc, et qui gère la mission. C'est moi qui paye les factures aussi, donc je suis la référente. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'après c'est pas non plus 100% du collectif, même si mais moi je le ressens comme du collectif. Mais je te dis juste quand même au départ c'est moi qui fait les propositions, qui fait rentrer. Mais après le truc et c'est dessiné il y a pas très longtemps au sein de l'agence. C'est vraiment les renforts qu'on a avec les free, ils sont vraiment sérieux que depuis quelques mois en fait. Où voilà, où on a mis aussi des budgets qu'on pouvait pas mettre avant et tout, et voilà, donc du coup je suis en train d'ouvrir une nouvelle porte en me disant bah c'est cool et il faut absolument qu'on arrive à conserver ça, et j'espère qu'on y arrivera parce que là c'est aussi chaud financièrement, donc il faut faire gaffe, mais mais voilà quoi, je pense qu'en tout cas c'est clair qu'il y a un truc à faire, et je le redis, il faut surtout pas faire de marque blanche quoi, je surtout pas. Mon Dieu, pourquoi je comprends pas. Donc voilà. Donc ouais, je pense qu'on va créer une nouvelle page sur le site de David et Marcel. Non mais c'est vrai, enfin moi là, j'ai clairement parlé des frais avec qui on bossait, et je le disais quoi, les clients ils sont au courant quoi. Donc et au contraire, je pense que ça a vraiment changé. Je sais pas comment les freelances le perçoivent et tous les indépendants le perçoivent, et ça je serais ravie d'avoir leur retour là-dessus. Ils sont plus légitimisés justement par les agences, on leur demande moins d'être en marque blanche, ce côté sous-traitance, et que c'est vraiment genre bah ouais, OK, t'es bon pour ça, on t'a appelé pour ça, donc ouais, on le dit quoi. Parce que j'ai senti que c'était compliqué ça. Mais après, c'est pas parce qu'ils le sont administrativement que dans la manière qu'on a de gérer les projets, ils peuvent pas être des co-traitants et des gens de confiance. Ouais. Je pense que les agences, par exemple les agences de com, ont vachement de mal à dire qu'ils font sous-traiter à des freelances en fait. Parce que ça fait un peu style loser, on n'a pas les moyens de se payer d'avoir un graphiste salarié ou un truc comme ça, alors que bon, maintenant tout le monde le sait que il y a des millions de freelance qui bossent, qu'on les fait bosser et tout, et enfin, moi ça m'arrive encore, hein, où faut pas que je communique sur mes réseaux, sur des boulots que j'ai fait pour des agences. Ouais. Bon, je joue le jeu, hein, parce que moi, au final, ce que je veux, c'est être payé, hein, il n'y a pas à tortiller, donc après. Mais je pense qu'il y a encore un truc tabou, en fait. Ouais, mais il y a clairement un truc tabou. Ouais. On y est toujours, et je pense qu'à Nice, alors on y est encore pendant un bon moment, parce qu'il y a toujours un bon gros décalage quand même avec Paris, mais je pense que ça n'a pas évolué entre moi il y a 5 ans où on m'a demandé ça et aujourd'hui quoi. Aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça que s'il se passe des trucs cool, s'il se passe des trucs cool avec les freelances avec qui on bosse, c'est parce que bah ils ont clairement leur place quoi, et qu'on n'est pas là à essayer de ouais, enfin ouais. Mais je pense que c'est aussi quand même une question de génération quoi. Je sais pas. Moi l'image que j'ai, c'est des boss qui ont la cinquantaine, qui sont là-dedans quoi. Ouais, attention, hein, c'est presque moi. Hein. Ouais, je sais, mais non, t'es plus jeune. Merci. Non, mais tu vois, je sais pas. Elisabeth Bianco dit c'est une question de marge pour certaines agences aussi. De dire bah on vous facture plein pot, mais voilà. Ouais, mais c'est pas honnête. Moi je trouve que c'est pas honnête. Voilà. C'est normal qu'une agence elle marche. Enfin moi je trouve que c'est normal qu'une agence marche. Oui, mais il y a margé et margé quoi. Il y a margé et margé quoi. Tu prends allez, on va dire tu prends 15 ou 20 points et tu facilites le projet, tu amènes du business, etc.
Ok, mais je pense qu'au-delà, déjà, ça biaise les relations interprofessionnelles et interpersonnelles. Et puis, c'est malhonnête vis-à-vis du client, quoi. Bah, c'est clair. Ah, c'est sûr. Ah, bah Ou oui. alors, c'est transparent et dire, bon, bah voilà, bah, nous, la gestion de projet, on prend ça. Et c'est nous qui faisons les réunions. Le meneur de projet, il prend ça. Il est salarié, il va passer tant de temps. Mais bon, après, moi, je veux pas non plus tomber dans la logique, tu vois, de la facturation à la minute. Ça me fout les boules, quoi. Aussi. Ouais. Tu vois, le taux journalier moyen, des trucs comme ça, bah oui, mais un mec qui fait ça, qui est au bureau, il ne coûte pas la même chose que s'il bosse en régie, par exemple. Voilà. Et tu vois, bon, voilà, il y a cette transparence, mais sans non plus tomber dans le détail au summum où en fait, tu es en train de te justifier sur tout, quoi. Mais pourquoi pas? Mais clairement, si les questions de marge, comme elle dit Elisabeth, c'est parce que les agences, elles marchent comme des oufs. Et donc, clairement, elles veulent pas le dire. C'est ce que tu disais, Bruno. Ça, c'est évident. Parce que quand tu es aligné avec toi-même, tu n'as pas de problème à dire que tu bosses avec des free. Hein. Tu n'as pas de problème à dire à ton client parce qu'évidemment, comme tu dis, tu t'assures la gestion de projet, tu assures plein de trucs. Donc, chacun. Et puis, c'est des honoraires, en fait. Moi, j'appelle c'est ça. Tu as tes honoraires, toi, en tant qu'agence. Nous, on fait ça. Et puis, bah, toi, tu fais ça. Et voilà, quoi. Donc, Alors, il y a donc Elisabeth dit je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait ça, Oriana. Mathieu qui dit. Ah, Mathieu qui dit je suis pas du tout d'accord. Alors, Mathieu, si tu veux, tu peux demander à. Parce que tu vois les expériences que. Attends, il arrive. Je te laisse l'ajouter. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà, on va faire venir Elisabeth aussi. Salut Mathieu. Alors, je suis pas du tout d'accord en fait sur les agences Gave, pas toutes. Non, pas toutes, mais c'est pour ça que je dis, bah, c'est bien de savoir qu'il y en a qui font, et dis-nous pourquoi toi alors, parce que là on parlait du fait que. Bah, moi, ma problématique, c'est que les freelances que je contacte alors donc je suis dans le développement web, hein, donc je cherche des développeurs front-end ou back-end. Les freelances sont au même coût jour que nous. Comment je fais? Moi, en tant que freelance, autant qu'auto-entrepreneur, donc pas moi, hein, mais pour moi, un auto-entrepreneur, selon ses qualifications et ses compétences, devrait, dans ma logique, être un peu moins cher qu'une société. Puisque, soyons clairs, hein, tous les freelances en dev que je connais sont auto-entrepreneurs. Il y en a très très peu qui ont une structure de type SARL, SAS, peu importe. Alors, j'en ai qui me disent, vous n'êtes pas assez cher. J'ai des freelances qui me disent que nous, en tant qu'entreprise, on n'est pas assez cher. Mais à un moment, nos clients, je pense qu'on les garde depuis des années parce qu'on a le prix juste. J'ai pris la discussion en cours, Bruno, et je ne sais pas exactement dans quel sens tu disais, je suis pas pour la facturation à la minute. J'ai pas entendu avant, je ne sais pas, mais nous, typiquement, sur de la maintenance, on est sur de la facturation à la minute et 90% de nos clients sont ravis parce que ils ne payent que le temps passé en toute transparence et à un coût correct. Moi, mon vrai problème, je ne pense pas qu'on ne soit pas assez cher. Je pense qu'on a un coût correct et transparent. Mais dans la région dans laquelle nous sommes, je suis confronté à des freelances. Alors, évidemment, le coût de la vie dans la région est élevé. Hein, il faut prendre peut-être ça aussi en compte. Hein, mais je me retrouve à trouver uniquement des freelances dans des régions de France qui sont loin de la région des Alpes-Maritimes. On est contre le offshore personnellement, donc on parle même pas des gens qui sont hors de France, qui ont des coûts vraiment bas. Mais je me retrouve avec des freelances qui ont des compétences égales ou parfois supérieures à l'autre bout de la France et qui sont pour être en toute transparence, à pratiquement 200 € de moins par jour, quoi. C'est quoi le taux journalier moyen des freelances avec lesquels tu bosses? Ça m'intéresse quand même de savoir. Nous, en tant que société, on facture le développement 560 € hors taxe la journée. Et les freelances avec qui, allez, pas tous, parce que là, j'en trouve quand même quelques-uns de temps en temps, hein, mais 80% des freelances qui me proposent de travailler avec moi sont au minimum à 500 € jour. Et
Et ma problématique, encore une fois, peut-être que je n'ai pas le réseau adéquat, hein, mais ils sont à 500 € jour pour des compétences qu'ils ne valent pas. Ah, mais Ça, c'est un autre problème. ça, c'est pas le problème des devs, ça. J'ai l'impression qu'ils sont toujours très chers. Ben oui, mais regarde, là, donc on est une entreprise, on est 6, donc on est 2 co-gérants, non, on est 5 maintenant, donc 3 employés. On tourne avec 2 devs parce que, autre problématique de la question de l'engagement, c'est que nous, on ne trouve personne à embaucher. Alors que, Vraiment, donc, dev. alors que on est une entreprise, l'entreprise est sur Dijon, moi je suis sur Nice. Enfin, le télétravail, on est hyper flexible sur les horaires. Il y en a qui commencent à 6 heures, qui finissent à 15 heures, d'autres qui commencent à 10 heures, qui finissent à 20 heures. Peu importe, on s'en fiche tant que le travail est fait, tu vois. Mais pérenniser un profil, c'est très 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 compliqué pour nous parce que dans le milieu du dev, tout le monde veut rester freelance. Voilà. Donc voilà, il y a plein de choses qui se croisent. C'est peut-être lié principalement à notre métier, hein, je sais pas. Mais j'ai une problématique parce que j'aimerais travailler avec des freelances qui sont dans la région et je ne peux pas. 80% du temps à cause du coût jour, 20% du temps parce que ils se vendent avec des compétences qui ne l'ont pas. Mais ça, c'est un autre problème. Moi, j'ai des développeurs en couveuse à Nancy en ce moment, là, des jeunes qui ont 25 ans, qui sont diplômés d'une formation de développeur web. C'est un titre professionnel, pas plus d'un an. Ils sont bons, ils font des trucs sympas pour les hôtels et tout ça. Et en fait, j'observe, moi, deux classes de dev, c'est ceux qu'on accompagne dans leur création d'entreprise et ceux qui sont déjà installés. C'est qu'en fait, ceux qui démarrent sont pas assez chers. Ceux qui ont déjà un peu de bouteille, alors j'entends un peu de bouteille, c'est 2 ans, 3 ans, on travaille avec des clients, etc., avec quelques projets, ils sont facturés 500 balles, et souvent ils sont en auto-entreprise. Et moi, je fais le distinguo surtout en termes de statut, en me disant qu'en gros, moi je considère qu'un entrepreneur, en entreprise classique, SARL, SAS, etc., même s'il est tout seul, il ne devrait pas se vendre à 500 balles en dessous de 500 € au jour. Je parle d'un point de vue global, hein, parce que pour moi, le problème du développeur, c'est plutôt le problème de l'entrepreneuriat, pas le problème du dev. Et je considère à statut, à reste, on va dire, à salaire équivalent, une fois qu'on a payé ses charges, qu'un auto-entrepreneur, s'il veut gagner la même somme aujourd'hui, il peut facturer 350 € hors taxe. Et en fonction des gens avec lesquels on va bosser, on négocie les TGM de manière différente, en fonction des statuts. Oui, bien sûr. En toute transparence et en toute confiance. Je pense que les freelances avec qui je travaille et qui du coup sont plus vers la Savoie, c'est des freelances qui se vendaient à 350 € et qui, après négociation, parce qu'on s'engage avec eux sur 6 mois, sur 1 an, vont nous faire un coup jour à 300 €, quoi, tu vois. Donc, mais c'est vraiment particulier du coup aux devs, parce que nous, on n'a pas du tout ça avec les community managers, par exemple. Ouais. C'est très particulier. Ouais, clairement. Donc, ok. Bon. Alors, attendez. Mais aussi à la région, hein, personnellement. Ouais, à la région, ouais. Écoutez, je vais devoir nous arrêter. Voilà. Ouais, on va sur la intéressante, on pourrait durer quelques heures. Donc on va aller sur scène. Donc on va quitter la session et vous pouvez aller dans la scène. Ça marche. On va faire la conclusion sous peu. Merci en tout cas pour la qualité de discussion, c'était vraiment cool. Et puis tout ce qui a été dit là, de toute façon, toutes les conférences et les ateliers sont enregistrés et seront partagés aux participants. Donc vous pourrez reprendre les discussions quand vous voulez. Ça marche. Ciao. Bon, allez, ciao. Salut. Salut.